Salut, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kamikaze de Pierre-François Soury et de Constance Sereni. Kamikaze qui parle des papillons, non je déconne, des kamikazes. Cette lecture fait suite à mes lectures sur Mishima qui était fasciné par l'unité d'attaque spéciale. Et en dehors de ce qu'on sait communément sur l'unité d'attaque spéciale, avec cet ouvrage, on rentre plus facilement dans l'état d'esprit des Japonais en 1944 et même avant. Qui sont les auteurs de ce livre? Nous avons Constance Sereni qui enseigne l'histoire du Japon à l'université de Genève. Et nous avons Pierre-François Soury, ancien professeur à l'INALCO et ancien directeur de la maison franco-japonaise à Tokyo. Et il est aussi actuellement professeur à l'université de Genève. Ce livre nous apprend comment la décision de mettre en place une telle unité est venue. Et en fait, tout part du projet fou du vice-amiral Onishi. Bon alors, initialement, Onishi, on lui avait dit de mettre en place une stratégie pour éloigner les porte-avions américains vers le nord, afin de faire venir deux flottes qui seraient capables de bloquer un débarquement américain et de négocier une paix. Et pour être sûr de bien les affaiblir, il va mettre en place une nouvelle technique. Technique qui consiste à balancer son zéro sur un navire américain avec une bombe de 250 kg. Et qui inclut la mort du pilote. La première attaque des kamikazes aura lieu le 25 octobre avec la première escadrille de l'unité d'attaque spéciale Sekishima, qui veut dire Japon ancien, dirigée par son leader Seki Yukio. Pilote émérite et réputé, son avion aura d'ailleurs percuté le Saint-Lô, sa bombe de 250 kg s'est détachée et a impacté la réserve de munitions. Et ce coup de chance va conforter un petit peu les officiers japonais que ce genre d'opération est efficace. La mort posthume de ces hommes et de tous ceux qui suivront est considérée comme courageuse et exemplaire, fidèle à ce Japon ancestral, que ces soldats déterminés sont le modèle vers lequel tous les soldats japonais doivent tendre. Les auteurs apportent une nuance importante, l'opposition entre deux stratégies. L'attentat suicide au milieu de civils et celle d'un soldat qui vise une infrastructure militaire. Alors le but évidemment c'est pas de légitimer l'action de l'un ou de l'autre, mais c'est de rappeler que les kamikazes japonais ne s'attaquaient qu'aux autres militaires. L'autre point important c'est que malgré la similitude du mode opératoire, qui inclut évidemment la mort de celui qui génère l'action, mais aussi la mort de plusieurs autres individus, on assimile attentat-suicide à kamikaze. Alors que c'est une dimension historique qui devient incohérente. Un kamikaze est vraiment un pilote japonais qui reçoit des ordres pour se sacrifier. D'ailleurs, c'est pour ça que les Japonais ont été un petit peu surpris lorsqu'ils ont vu les images du 11 septembre 2001 avec les Américains qui disaient que c'était des kamikazes qui étaient rentrés dans les tours du World Trade Center. Dans ce livre, on apprend l'origine du mot kamikaze, qui veut dire vent divin, et qui vient à l'origine d'un recueil de textes traditionnels, et qui explique que les ennemis du Japon se font disperser par un vent divin. Et ce vent divin fera plus tard référence à l'ouragan qui a repoussé les invasions mongoles à la fin du XIIIe siècle. Et c'est ces interventions divines qu'ont forgé le mythe d'un Japon impérial et divin. Bon alors dans ce livre on parle évidemment du rapport très spécial qu'ont les Japonais avec la mort dans leur histoire, et que désormais dans la mort des kamikazes il y a une esthétisation de la mort, que c'est vraiment propre à l'armée japonaise, que dans aucune armée au monde, en fait, à ce moment-là, en 1944-45, on vous dit vous allez faire une mission sans retour. En fait, la décision de se sacrifier doit arriver à l'instant où ça arrive. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec une dame de plus de 90 ans qui me racontait que quand elle était petite, à la campagne, en 1944, elle a vu comme ça un chasseur allemand qui poursuivait un chasseur britannique, et que le chasseur britannique avait été endommagé par le chasseur allemand. Ils se suivaient l'un derrière l'autre, et en fait, le chasseur britannique qui commençait à perdre de l'altitude et à ralentir, a décidé de redresser les manches pour se projeter contre l'avant de l'appareil allemand et l'emporter. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là? Il s'est dit, bon bah, perdu pour perdu, je vais l'emporter avec moi. C'est dingue à quel point faut être lucide et courageux pour en arriver là. Et comme ça, l'infanterie japonaise, dans la voie de leurs ancêtres, les samouraïs, avait parfaitement accepté l'idée de la mort face à un échec, et se faisaient harakiri pour prouver leur honneur, leur loyauté, leur courage, mais aussi pour laver cet échec. Les états-majors et la propagande militaire vont faire l'éloge d'un nouveau type de sacrifice. Le Gyokusai, qui veut dire joyau brisé, qui consiste à se lancer dans un dernier assaut désespéré pour faire un maximum de morts chez l'ennemi avant de tomber. Alors à la base, l'infanterie japonaise, elle est pas fan de cette technique, parce que, en fait, on conserve plus son honneur en s'éventrant qu'en se faisant déchiqueter la mitrailleuse face aux Américains. Bon, du coup, les officiers japonais leur ont fait comprendre que c'était peut-être un petit peu plus intéressant que de se sacrifier dans un dernier assaut
que de se faire un seppuku à la première déception. Et ça devient la mort héroïque et honorable. Et donc suivant cette stratégie, les Japonais vont dire très bien, planquez-vous dans la jungle par petits groupes et continuez la lutte, continuez le combat. Et il y en a même certains qui vont combattre comme ça pendant très longtemps, comme un certain Hiro Onoda. On parle notamment d'un livre d'école qui constitue une œuvre de propagande pour l'endoctrinement idéologique, livre d'école utilisé pour les 5e, 6e et primaires, et qui correspond à la période où Mishima était dans ses classes, et par lequel il a très probablement été influencé en plus de sa vie quotidienne. Voilà, le petit Yukio est toujours là. Dans ce manuel, la mort y est glorifiée comme étant le sacrifice ultime, et comme étant la seule option face à une défaite, que c'est le seul moyen de se racheter. Et là on apprend que dans la morale japonaise de l'époque, mourir est plus important que de continuer à te combattre. Parce que mourir ça permet de préserver l'honneur que nous a octroyé la défaite, même si on a continué à combattre. Et là on diverge complètement de notre pensée occidentale. En Occident, c'est beaucoup plus honorable et glorieux que de mourir les armes à la main, que de se suicider dans un coin comme pour fuir un combat. Et voilà, et c'est pour ça que chez les soldats japonais, en fait, c'est mal vu de s'attacher à la vie. On apprend que les pilotes japonais font partie des meilleurs à cette époque, qu'ils ont le plus d'heures de formation, et que comme les soldats japonais, ils sont attirés par le danger et ils ont le sens du sacrifice. Bon, à la fin, on apprend que les mecs, ils ont plus rien à foutre, en fait, ils ont même pas une semaine de formation, ils savent même pas atterrir. Bon, ils en avaient pas besoin aussi. On en apprend beaucoup sur la stratégie des kamikazes, les sentiments qu'ils ont pu éprouver, ou le tiraillement qu'ils ont pu ressentir. La propagande qui encense ces comportements et qui rappelle presque le concept de terre brûlée. Voilà, on va tous mourir dans l'accomplissement de l'anéantissement final. On parle du Yasukuni, qui est un sanctuaire dédié aux morts pour l'empereur, et qui est associé aujourd'hui au nationalisme japonais. Et ça fait toujours polémique aujourd'hui quand on a un homme politique qui vient s'y recueillir. J'attendais ce moment de la vidéo, et là on va aborder un point, les mecs étaient complètement rayés. Alors d'accord, ok, on balance des avions sur des bateaux, d'accord. Ils ont eu d'autres idées, les torpilles Keiten et les fusées Oka. Alors ça c'est exceptionnel. C'est des torpilles en fait, commandées par un homme qui vient percuter la coque d'un bateau pour le faire exploser avec 1500 kg d'explosifs, et qui inclut la mort du pilote. Alors comme ça sur le papier en fait ça semble génial, on se dit ouais parce que une torpille comme ça peut se perdre, là la torpille elle est guidée par un mec, donc a priori ça touche sa cible. Mais en fait la plupart des mecs ne vont pas assez vite pour suivre le bateau, se perdent et se noient. Ça me rappelle un petit peu le Grand Bleu. L'inventeur de cette arme avait 24 ans et est mort en testant son truc dans l'eau, lors d'un entraînement. Alors, les Oka, alors ça aussi c'est caviar, les mecs étaient vraiment fous. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des missiles largués à 6000 mètres d'altitude et qui ne sont pas à tête chercheuse magnétique. Non, 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 en fait, là, c'est un mec qui va diriger le missile dans les airs et qui fonce à 1000 km/h et qui inclut la mort du pilote. Bon alors c'est drôle, mais en même temps c'est horrible, c'est que la plupart des mecs, ils n'arrivaient pas à conduire droit et ils s'écrasaient dans la flotte. À part ça, le livre nous propose des témoignages vraiment bouleversants et très émouvants à lire, de jeunes hommes de 22, 23, 25 ans qui réalisent des lettres d'adieu officielles qui ont pour but d'être exposées et utilisées à des fins de propagande, et d'autres lettres d'adieu qui sont envoyées à leurs parents. C'est impressionnant de voir à la fois cette résignation et cette acceptation, parfois à contre-cœur avec la peur du déshonneur ou la peur de la honte en refusant. Si le Japon n'avait pas persévéré avec ces terribles attaques si peu utiles, à part psychologiquement pour les Américains n'auraient peut-être pas déclenché le feu nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura donné envie de lire Kamikaze de Constance Sereni et Pierre-François Souiri. Lisez des livres et à bientôt.